Et si je te disais que les idées que tu défends aujourd'hui avec ardeur n'étaient pas le fruit de ta propre réflexion, mais simplement le résultat d'un conditionnement invisible, lent, orchestré par des algorithmes conçus pour manipuler ton attention et tes émotions? Tu ne me croirais pas. Je suis convaincu que de nombreuses figures militantes, devenues emblèmes d'engagement en ligne, n'auraient jamais épousé ces causes avec une telle intensité sans l'effet cumulatif de l'exposition courante, de la validation sociale et des récompenses neuronales distribuées par les plateformes comme un poison lent. Et si derrière chaque slogan scandé, chaque posture morale brandie comme un étendard, se dissimulait un phénomène bien plus glaçant, celui d'une génération façonnée, non par la pensée libre, mais par les mécaniques froides et automatiques. Peut-être sommes-nous en train d'assister à l'émergence d'un monstre collectif, une humanité reprogrammée, qui croit penser par elle-même, mais ne fait que réciter ce que des smartphones lui ont appris à croire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place centrale dans notre quotidien. Ils façonnent nos interactions, nos informations et même nos opinions. Pourtant, ces plateformes, loin d'être neutres, agissent souvent comme des chambres d'écho qui amplifient un phénomène cognitif bien connu, le biais de confirmation. Le cerveau humain, aussi fascinant et puissant soit-il, n'est pas un outil infaillible. Loin d'être une machine purement rationnelle, il est traversé de failles invisibles, mais bien réelles. Ce sont les biais cognitifs. Ce sont des raccourcis mentaux hérités de notre évolution qui nous permettent de réagir rapidement dans certaines situations, mais en contrepartie, altèrent aussi notre jugement. Ils faussent également notre perception du monde et nous poussent parfois à croire en des choses fausses avec une grande certitude. Ce sont des failles dans notre raisonnement, souvent imperceptibles mais capables de modeler profondément notre manière de penser et d'interagir avec notre environnement. Le biais de confirmation, donc, c'est quoi exactement? C'est notre tendance naturelle à privilégier les informations qui confirment nos croyances préexistantes, tout en ignorant ou en minimisant celles qui les contredisent. Cependant, les algorithmes des réseaux sociaux exploitent parfaitement ce biais. Chaque clic, chaque like est analysé pour renforcer l'exposition à des contenus similaires, créant ainsi un cercle vicieux de validation constante. Pour étayer un peu ce propos, j'ai plusieurs exemples. La polarisation obscurcit souvent la pertinence réelle des idées portées par les différents courants politiques. À gauche, des valeurs comme la solidarité sociale, la réduction des inégalités économiques et la protection des droits des travailleurs sont essentielles. À droite, des notions comme la liberté individuelle, l'entrepreneuriat, l'importance de la tradition et de la préservation de la sécurité collective sont également légitimes. Ces idées ne sont pas contradictoires en soi et peuvent même être complémentaires. Mais elles deviennent conflictuelles uniquement lorsqu'elles sont poussées à leur extrême. Il en va de même pour les courants liés au genre. Le féminisme défend l'égalité des droits, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'émancipation économique et sociale. De son côté, le masculinisme peut aborder légitimement des problématiques spécifiques liées aux hommes, comme la santé mentale, l'autosuppression masculine ou la reconnaissance des rôles paternels. En réalité, ces valeurs ne s'opposent même pas forcément, elles deviennent antagonistes seulement lorsqu'elles sombrent dans l'extrémisme. Nous pourrions multiplier à l'infini les exemples de sujets où les idées sont inutilement opposées de manière caricaturale, avec par exemple donc l'écologie radicale contre le climato-scepticisme, les véganes contre les carnivores convaincus, le capitalisme contre le socialisme, les technophiles contre les technophobes, les défenseurs des droits LGBT contre les conservateurs traditionnels. La liste est interminable. Ces débats, souvent privés de toute nuance, se réduisent à des échanges agressifs ou à des dialogues sourds où chacun cherche avant tout à imposer son point de vue plutôt qu'à écouter et comprendre celui de l'autre. En conséquence, ces interactions ne permettent pas d'approfondir la réflexion et constituent même un obstacle majeur à toute forme de dialogue constructif et enrichissant. J'ai moi-même adhéré à certaines idées, non pas après une réflexion approfondie, mais parce qu'elles faisaient écho à quelque chose d'émotionnel, de viscéral. C'est à force d'exposition à des contenus toujours orientés dans la même direction qu'il m'est arrivé de sombrer dans des discours extrêmes, de ressentir de la colère, de m'indigner parfois sans vraiment savoir pourquoi, jusqu'au jour où je ne me suis plus reconnu. Une forme d'aliénation lente, insidieuse, presque imperceptible, et puis ce déclic. Attends, mais qu'est-ce que je fais là? Depuis quand je suis passionné par ce sujet? Qu'est-ce qui me prend de m'emporter autant face à ce que je vois, à ce que je lis, mais pourquoi? Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas un véritable intérêt qui m'avait attiré, mais un conditionnement, une influence. Et pour en sortir, il m'a fallu ranger mon ego, admettre que j'ai été influencé, admettre que j'ai été manipulé, modelé. C'est pas facile, mais c'est le point de départ de la lucidité. J'ai observé plusieurs mécanismes qui ont rendu possible une telle adhérence à ces sujets qui m'ont moi-même polarisé. Premièrement, il y a l'engagement émotionnel. Les réseaux sont conçus pour stimuler nos émotions, indignation, colère, peur, appartenance,
Ce sont des leviers qui sont faciles à utiliser et qui fonctionnent. En plus, lorsqu'un contenu déclenche une réaction émotionnelle, l'algorithme le comprend comme pertinent. En retour, il va proposer davantage de contenus similaires. Résultat, même un sujet secondaire peut s'imposer à notre quotidien, simplement parce qu'il nous a fait réagir une fois. Allez, effet boule de neige amorcé. Deuxièmement, il y a le biais de disponibilité, un autre biais cognitif finement exploité. Plus un sujet nous est présenté fréquemment, plus notre cerveau lui attribue de l'importance. C'est un raccourci mental, si on en parle autant, c'est que ça doit être important. Or, sur les réseaux, ce n'est pas la pertinence d'un sujet qui décide de sa visibilité, mais c'est sa capacité à créer de l'engagement. Troisièmement, il y a une illusion de compétence. Lorsqu'on s'immerge dans une bulle d'information sur un sujet, on a l'impression de mieux le comprendre. Cette illusion de maîtrise peut nous donner envie d'en débattre, de le défendre, voire même de militer, alors qu'on ne le considérait même pas comme important quelques jours ou semaines auparavant, et nos connaissances du sujet sont finalement très limitées. Il y a enfin un quatrième levier qui nous permet d'adhérer à tous ces sujets très polarisés, c'est la pression identitaire. Les réseaux favorisent les appartenances à des groupes. Je suis de tel bord, je soutiens telle cause. L'adhésion à une communauté pousse souvent à défendre des causes qu'on n'a pas vraiment choisies, mais qu'on endosse pour rester cohérent avec une image qu'on veut renvoyer. Tout ça, ça a des conséquences. Le problème avec ce mécanisme, c'est qu'il conduit à une polarisation croissante de l'opinion publique. Le symptôme qu'on peut observer sur nos sociétés, c'est la montée des extrêmes partout dans le monde. C'est visible, c'est observable. Implicitement, la destruction de la démocratie. Et puis, on s'éloigne de plus en plus des sujets réellement importants. Ça crée de la division et donc de l'isolement. Le plus dingue avec ce phénomène, c'est que des sujets qui sont absolument pas importants deviennent centraux. Il y a cette tendance à la radicalisation à mesure que les réseaux renforcent continuellement des croyances initiales. Bon. Et à qui est-ce que profite cette polarisation finalement ? La division créée par cette polarisation ne profite jamais aux individus eux-mêmes. En fait, au contraire, elle sert les intérêts économiques ou politiques de grandes entreprises de médias sociaux qui bénéficient d'une audience captive et émotionnellement engagée, ainsi que des élites politiques qui exploitent ces divisions pour renforcer leur pouvoir. TikTok, Instagram, YouTube ne sont pas du tout vos amis. Ce sont des entreprises qui ont pour but de faire du profit. Les services proposés ont l'air gratuits, mais en fait ils ne le sont pas. Le prix que vous payez, c'est votre esprit critique, c'est votre appétit pour la connaissance, c'est votre temps, c'est votre curiosité. Une amie avec qui j'ai débattu du sujet m'a relayé un commentaire que j'ai trouvé alors polarisé lui aussi, mais qui véhicule quand même des idées que je rejoins. Moi aussi, je suis en train de me polariser à l'égard des réseaux sociaux. Donc ce commentaire, je vous le lis. Les applications gratuites comme ChatGPT, Instagram, YouTube, TikTok ne sont pas de simples outils de divertissement ou d'information. Elles s'inscrivent dans un réseau d'influence qui a pour but de maximiser la rentabilité économique en utilisant des IA, des algorithmes, en marchandisant... Oula, je vais éternuer. Excusez-moi. En marchandisant des données personnelles et le temps des utilisateurs, en instrumentalisant leurs émotions, en captant l'attention par tous les moyens, comme avec des contenus violents ou sexualisés, en influençant les centres d'intérêt et les biais cognitifs, en générant des revenus publicitaires. Deuxièmement, consolider les systèmes de domination idéologique en isolant les individus par les phénomènes de polarisation des idées et de dissociation par la concentration des médias et la pauvreté des sujets abordés, en renforçant les récits dominants, en faisant la promotion des biais violents, capitalistes et sexistes, en remplaçant peu à peu la capacité critique par de la frustration, de la sidération et de la consommation, en utilisant les données des utilisateurs pour influencer des élections, surveiller, manipuler, ridiculiser et censurer les oppositions ou fabriquer des oppositions de façade. Troisièmement, pour contrôler les comportements et les choix des individus par des techniques de surveillance et de manipulation psychologique, comme en provoquant la sécrétion d'un cocktail d'hormones tels que la dopamine, le cortisol et l'adrénaline, qui accompagnent la dissociation, la sidération, la fascination ou l'excitation traumatique face à des contenus inappropriés et montrés par l'algorithme, mais aussi en provoquant une dépendance intellectuelle, économique ou affective qui fragilise inconsciemment les utilisateurs en les rendant poreux aux suggestions de la plateforme. Je pense qu'on s'y retrouve quand même pas mal dans ce commentaire. C'est-à-dire qu'en faisant mes recherches, il a fallu que je débatte avec des personnes de ce sujet. Bon là, je n'ai qu'une personne avec qui j'ai pu débattre de ce sujet parce que ça m'a pris hier de me lancer là-dedans, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train
de marcher sur la tête. Le problème aussi, c'est que l'intelligence artificielle va aussi exploiter ce biais de confirmation. Elle va créer un profil d'utilisateur, elle va comprendre quelles sont ses idées et ses croyances, et bien sûr, l'IA sera toujours compatissante avec son utilisateur. Mais même chose, si vous faites une recherche sur Google et que vous tapez, par exemple, est-ce que les mandarines sont bonnes pour la santé? Alors bien sûr, vous allez tomber sur plein de sites qui vont vous dire pourquoi les mandarines sont bonnes pour la santé, mais si vous tapiez l'inverse, pourquoi les mandarines sont mauvaises pour la santé, eh bien, vous tomberez sur des sites qui vont vous parler de pourquoi les mandarines sont mauvaises pour la santé. Et donc, ça viendrait renforcer une croyance que vous aviez au départ. Au final, comment est-ce qu'on s'informe avec tout ça? Eh ben, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo, qui consistera à vous expliquer comment développer un esprit critique. Qu'est-ce qu'un esprit critique et pourquoi c'est important en 2025 et même pour les années à venir d'avoir un esprit critique en fait. Comment ne pas se polariser? Pourquoi ne pas se polariser? Comment lutter contre les informations qu'on nous bombarde sans cesse? Parce que c'est ça le grand sujet, c'est ça qui va faire la différence entre une personne juste instruite et une personne critique. Vous voyez l'écart qu'il y a entre une personne critique et une personne instruite? Est-ce qu'une personne instruite est nécessairement critique? Ça, je ne pense pas. Je pense même qu'une personne très 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 instruite sera passée par tout un tas de processus de formatage. Par conséquent, son esprit critique sera... On va parler d'école parce que c'est là où les connaissances sont distribuées. Est-ce qu'on n'assiste pas dans ces écoles à un formatage pour qu'ils adhèrent à un système, à un fonctionnement? Est-ce que c'est pas ça un peu le but d'une école, de créer des individus qui vont pouvoir faire vivre le système, tout simplement? Voilà. Je vous laisse y réfléchir, je suis parti un peu à la dérive sur les dernières minutes de ce podcast, mais tout ça ouvre plein de réflexions, et donc si vous êtes vous-même engagé dans une cause, si vous estimez militant, voilà, je vous invite à vous questionner sur comment est-ce que vous êtes devenu militant et comment est-ce que ça s'est concrétisé pour vous. Bien sûr, toutes les causes sont légitimes, mais voilà, le processus de polarisation est intéressant à connaître en tout cas, quoi. Sûrement qu'on taxera de complotiste ou je ne sais pas quoi, mais c'est pas grave en fait. C'est ok. D'accord. Oui, voilà, je suis complotiste. Allez. Ça marche, on fait comme ça. Moi, je suis plus du tout ouvert au débat. Voilà, moi j'en suis à un stade de ma vie où ce genre de discussion, ça m'intéresse plus. Même si tu me dis que 1 plus 1 ça fait 5, ok, vas-y, t'as raison, vas-y, amuse-toi bien. Genre voilà. Bref, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, tout dépendra à quelle heure du jour ou de la nuit vous écoutez ce podcast. Voilà, allez, c'était tout pour moi. Ciao.